Bonjour. Donc on va maintenant parler de l'évaluation des projets d'infrastructure. C'est une décision très importante, c'est une situation assez pratique et souvent on doit décider si oui ou non on développe un projet donné. On peut aussi se retrouver dans une situation où il y a un problème et on doit choisir entre plusieurs alternatives possibles. Et donc, par exemple, si on peut décider si, par exemple, il faut construire un pont ou est-ce qu'il faut, par exemple, mettre des ferries en service entre une île et le continent. Aussi, on peut décider si il faut développer au niveau du transport public des tramways électriques ou est-ce qu'il faut plutôt déployer des bus à hydrogène et ainsi de suite. Donc pour prendre des décisions dans des contextes comme ça, on a besoin d'avoir une méthodologie qui soit assez rationnelle, qui défend les décisions qu'on va prendre. Euh, alors, dans ce chapitre, on a un certain nombre de sections, mais qui sont toutes des sections assez courtes, donc c'est un chapitre qui n'est pas vraiment compliqué. Euh, mais c'est plus ces différents concepts, cette méthodologie d'analyse de projet à laquelle on va essayer de se, de se familiariser. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire. L'analyse, donc l'évaluation socio-économique des projets a pour objet d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour la collectivité et de mettre de l'ordre un petit peu sur les priorités qu'on a. Quel est le projet le plus rentable, quel est le plus coûteux, quel est le plus pratique et ainsi de suite. Donc faire une sorte établir une sorte d'hiérarchie par rapport à tous les projets, de sorte à ce que les preneurs de décision puissent avoir une sorte de tableau de bord qui leur permet de prendre les décisions les plus adéquates. Alors, la procédure d'évaluation d'un projet peut être résumée en 4 étapes principalement. Donc d'abord identifier les acteurs, c'est-à-dire qui est concerné par ce projet-là, les impacts et les dépenses concernant quel acteur de la vie économique. La deuxième étape consiste à estimer les impacts sur chaque agent. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une meilleure accessibilité à cette zone commerciale? Est-ce que certaines entreprises vont bénéficier de ceci? Est-ce que les ménages qui habitent tel quartier vont bénéficier ou pas de ce projet? La troisième étape consiste à monétariser ces impacts. Parce que, en fait, pour avoir la possibilité de comparer plusieurs grandeurs, on a besoin de les mettre, de les exprimer dans une même unité de mesure. Et l'unité de mesure qu'on utilise en économie, c'est souvent l'unité monétaire. Donc tous les impacts du projet doivent être convertis, transformés en des impacts monétaires, c'est-à-dire des euros, des unités de compte de ce type-là. La quatrième étape consiste à actualiser les bénéfices et les coûts du projet et à calculer la VAN, c'est la valeur actualisée nette. On va parcourir rapidement ces différentes étapes pour voir comment étudier chacune de celles-ci. Donc, identification des acteurs, souvent il y a l'État, il y a les entreprises et il y a les ménages. Alors l'État est souvent sollicité à travers les dépenses, donc c'est souvent l'agent qui va assurer une bonne partie du financement d'un projet. Alors les entreprises vont soit bénéficier de l'accessibilité, soit elles vont subir un coût par rapport à ce nouveau projet. De même pour les consommateurs, ils peuvent voir un petit peu leur consommation facilitée ou encore ils peuvent indirectement subir des effets positifs à travers par exemple une augmentation du revenu. De manière plus générale, donc l'évaluation socio-économique des projets dépasse le cadre strict du transport. Et donc le fait par exemple de construire une école dans un quartier donné, ça permet aux ménages d'épargner un peu puisqu'elles vont économiser sur les coûts de transport pour ramener leurs enfants à des écoles plutôt lointaines. Et donc voilà, ces effets-là, on doit bien savoir les mesurer afin d'appréhender les avantages et les inconvénients d'un projet.
Maintenant, pour l'évaluation des impacts, souvent, c'est effectivement les entreprises, elles vont avoir soit une sorte de bénéfice ou de coût suite à un projet donné. Les consommateurs, c'est plus quelque chose qui est relatif à leur bien-être qu'on va essayer de mesurer. Donc on parle ici, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les profits, on parle de surplus. Pour les entreprises, c'est plutôt un profit, donc qui va être impacté. Alors souvent, l'évaluation des impacts n'est pas très compliquée. Les quelques fois où ça peut être compliqué, c'est lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas vraiment facilement mesurables, comme les effets sur l'environnement ou les effets sur la santé. Alors il y a toujours des discussions, par exemple les particules fines, si on diminue, si on adopte une politique qui vise à limiter l'émission de particules fines, cela, on sait qu'il va avoir un impact sur la santé, mais est-ce que on est certain que l'impact est tel? Il y a toujours des discussions pour dire oui ou non, c'est tel impact. Si par exemple on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, est-ce que effectivement le réchauffement climatique il va s'arrêter tout de suite dans plusieurs années? Est-ce que c'est réversible, irréversible? Donc des discussions autour de ces thématiques sont parfois un peu moins faciles à cerner. Alors, maintenant la phase de la monétarisation des effets. Alors, quand on veut transformer un effet en un effet monétaire, il y a souvent une distinction entre les biens marchands et les biens non marchands. La distinction, elle est relativement claire parce que pour les biens marchands, il y a déjà un marché qui est un prix. Et si le marché il fonctionne convenablement, le prix peut être interprété comme une valeur des biens échangés. C'est-à-dire qu'on sait que si par exemple une voiture a une valeur ajoutée donc contient une valeur ajoutée de 5 000 € par exemple, c'est quelque part une création de richesse. Donc un projet qui va nous permettre de produire une autre voiture, c'est un projet qui nous permet de gagner 5 000 € relativement. Donc on peut interpréter les choses de cette manière parce qu'on part déjà des prix du marché. Alors quoique, souvent il y a un petit ajustement à faire, donc ça c'est ce que je vais dire maintenant, il n'est pas très très important. Donc l'idée de base c'est que les biens marchands sont faciles à évaluer monétairement puisqu'on a déjà des prix de référence. Par contre, dans la pratique, ce qu'on fait, c'est que c'est un petit peu ce qu'on fait pour l'évaluation du PIB. Alors, le PIB d'un pays, c'est la somme des valeurs ajoutées auxquelles on va ajouter les subventions accordées auxquelles on va ajouter les taxes prélevées sur la production et retrancher les subventions accordées à la production. Pour une voiture, par exemple, qui contient une valeur ajoutée de 5 000 €, si on sait qu'elle a pu être vendue grâce à une subvention de 2 000 €, alors dans ce cas-là, la richesse qui a été créée n'est pas de 5 000 €, elle est uniquement de 3 000 €, puisque en fait, il y a une sorte de dopage pour pouvoir gagner ces 5 000 €, et donc il faut retrancher ensuite. Par contre, si la voiture a été vendue à 5 000 €, elle contient une valeur ajoutée de 5 000 €, mais en plus elle génère une TVA par exemple de 2 000 € à l'État, donc on va plutôt comptabiliser cette richesse comme étant égale à 7 000 € plus les 2 000 €. Et voilà. Donc ce qui est là dans les diapos, il n'est pas très important, mais il dit tout ça, il reflète un petit peu cette idée. Bon, je pense que l'exemple que je viens de donner, il est plus facile à voir. C'est que toujours pour évaluer la valeur d'un bien, en supposant que les marchés fonctionnent correctement, donc on prend la valeur ajoutée ou la valeur de ce bien-là, mais on retranche ce qui est subvention et on ajoute ce qui est taxe relative à cette opération-là. Ah, le problème est moins facile lorsque les biens ne sont pas marchands, comme c'est le cas par exemple pour l'environnement. Alors, évaluer, je vous donne un exemple. On a un projet qui va permettre de réduire les nuisances sonores pour 1 millier de citadins. Quelle est la valeur de ce projet-là? Bon, on va dépenser 10 millions d'euros pour ce projet, mais d'un autre côté, on a une diminution de la nuisance sonore. Et comment, donc, est-ce que je ne peux pas comparer ces deux variables? Je dois savoir combien
en termes d'euros, ça vaut cette diminution de la nuisance sonore. Et donc, là, j'ai besoin quelque part de cet élément, sinon la comparaison, elle est totalement subjective. Je peux me dire, oui, moi je trouve que c'est intéressant, mais je peux être contesté, on me dit, non, mais ça vaut pas la peine, etc. Donc, une manière de répondre à cette question, et qui est largement utilisée actuellement en économie, et notamment en économie de l'environnement, c'est ce qu'on appelle la méthode des prix hédoniques. C'est que, par exemple, pour cette question que je viens de poser, imaginons un cadre idéal. Donc, ma question, c'est que, c'est-à-dire quelle est la valeur, c'est au final, j'essaie de répondre à la question, un ménage moyen, combien est-ce qu'il est disposé à payer afin de réduire son exposition aux nuisances sonores. Imaginons maintenant un cadre idéal dans lequel on a deux appartements parfaitement identiques, surtout sur l'accessibilité, l'emplacement, la qualité, le quartier, et ainsi de suite, sauf sur un point. Donc l'un de ces deux appartements est exposé au bruit, l'autre n'est pas exposé au bruit. Dans ce cas-là, si on observe que le loyer de l'appartement qui n'est pas exposé au bruit est de 750 € et que le loyer de l'autre appartement est de 700 €. Donc là, on peut remarquer et conclure qu'un ménage moyen est disposé à payer jusqu'à 50 € afin d'éviter les nuisances sonores. Donc par année, ensuite je peux transformer ça, donc ça devient 600 €, etc. Voilà, bon, c'est l'idée, donc en se basant sur les prix hédoniques, revient à faire cette démarche-là, sauf que dans la réalité, on n'a pas deux appartements qui sont parfaitement identiques, sauf sur un point. On a ce que vont faire les statisticiens, c'est qu'ils vont récupérer des bases de données avec beaucoup de données sur beaucoup d'appartements et tout, et ils vont utiliser des techniques pour séparer ces effets et revenir au final avec une conclusion de type être exposé au bruit, ça vaut, cette composante-là, elle vaut combien? Donc voilà, c'est ce qui est dit dans ces diapos, donc on utilise ces méthodes, et l'objectif étant d'évaluer la disponibilité à payer pour ceci. Et donc pour revenir à notre question, si par exemple chaque ménage est disposé à payer 600 € par année, je peux dire pour ma population, donc puisqu'il y a 1000 ménages, ça revient moyennement à une disponibilité à payer de 600 000 €. Ce projet est amortissable sur 5 ans, par exemple. Je fais mes calculs, mais là, je peux comparer mes dépenses et les bénéfices que je vais avoir pour dire si le projet est rentable ou pas. Alors, dernière étape, c'est l'actualisation et le calcul de la vanne. Donc là, je vais vous donner un paragraphe qui est suffisant à lire pour comprendre ceci. Donc le taux d'actualisation permet de ramener à une même date. Voilà, donc ça, il faut comparer des avantages et des coûts. Donc souvent, c'est ce qu'on doit faire pour évaluer un projet. Le taux d'actualisation nous permet de ramener à une même date toutes ces valeurs engagées, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, etc. On dit que le taux d'actualisation reflète une sorte d'arbitrage entre le présent et le futur. Un taux d'actualisation qui est élevé reflète une faible préoccupation du futur, alors qu'un taux d'actualisation qui est proche de 0, ça veut dire qu'on est patient, qu'on regarde bien dans le futur. Alors, c'est quoi la problématique de l'actualisation? C'est que si vous avez un projet qui ramène 10 000 € dans une année ou 10 000 € dans 10 ans, alors ce n'est pas du tout la même chose. Alors que j'ai 10 000 € et 10 000 €. Donc, comme on a fait pour la monétarisation, on a ramené tous les impacts en termes d'euros. Maintenant, ce qu'on fait lorsqu'on fait l'actualisation, on va exprimer tous les impacts par rapport à une seule date.
Souvent, c'est la date actuelle. Donc, on commence, par exemple, si un projet est étudié actuellement, il est naturel de considérer la date, une année de base, l'année 2020. On dit qu'on va exprimer tout par rapport à l'année 2020. Et donc, si je gagne 10 000 euros dans 10 ans, il faut savoir quelle est la contrepartie de ces 10 000 euros aujourd'hui. Bon, il y a un calcul à faire qu'on va voir tout à l'heure pour effectuer l'actualisation. Et on va voir ça numériquement sur un exemple, ça va être plus facile à voir. Donc, qu'est-ce qu'un scénario de référence? Bon, là, je vous donne un résumé assez simple. Donc ici, c'est ce qui est intéressant à voir. Donc, un scénario de référence est un ensemble d'hypothèses qui nous permettent de nous projeter dans le futur. Donc, c'est un petit peu ça. Ce qui me semble intéressant à retenir, c'est cette partie-là. Voilà. Alors, que contient un scénario de référence? Il contient pas mal de choses. Donc la durée de vie de projet, les trajectoires de variables économiques, macroéconomiques et démographiques, mais de plus en plus on intègre dans les projets les dimensions territoriales. Donc quel est l'impact de ce projet sur le développement territorial? Donc un scénario de référence au final, on a un projet qui va être en exploitation pendant des dizaines d'années. On a besoin de savoir comment va évoluer la démographie, comment va évoluer l'économie durant cette période afin de pouvoir évaluer convenablement les effets de ce projet. Alors dans la pratique, il est très important toujours d'avoir le scénario de référence. On fait l'analyse de projet par rapport à ce scénario de référence, mais c'est toujours utile d'étudier des scénarios alternatifs. Donc par exemple, je pense que la croissance démographique serait de 1% par année, mais quand j'ai tout fini, je peux voir, supposons que maintenant la croissance démographique n'est que de 0,8%, est-ce que mes conclusions restent valables ou pas? Ensuite, supposons que, donc en fait, on reprend le scénario de référence et on essaie de s'écarter un petit peu par rapport à certaines de ces hypothèses pour voir si au final nos conclusions qu'on a tirées initialement sont valables ou pas. Bon, quelques aspects techniques ici, c'est pas très important. Le calcul de surplus, ça, on va voir ça sur le cas d'un exercice de TD. Donc l'histoire du risque et du système d'actualisation, c'est que de plus en plus, quand on parle d'actualisation, si on revient aux années 80, on mettait tout ce qui est risque, tout ce qui est arbitrage présent-futur dans le taux d'actualisation. Actuellement, on essaie de séparer ces différentes variables et le taux d'actualisation ne reflète que cet arbitrage entre présent et futur. La prise en compte du risque, elle se fait de manière totalement indépendante et ça s'apparente de plus en plus à ce qu'on a en technique d'assurance et technique financière. Il est par contre important de savoir distinguer entre les différents types de risques. Alors il y a des risques diversifiables ici. Donc les deux grandes catégories de risques, c'est les risques diversifiables et les risques systémiques. On dit un risque diversifiable ou encore un risque mutualisable ou encore un risque assurable. On dit un risque systémique ou encore risque non assurable, risque non mutualisable. Et il s'agit ici des risques qui sont corrélés avec l'activité économique. Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas assurables? Parce que effectivement, on ne peut pas établir un contrat d'assurance pour dire que je souhaite avoir des dédommagements si, par exemple, l'année prochaine, il y a un ralentissement de l'activité économique ou s'il y a une crise économique. Parce que tout simplement, c'est contre le fonctionnement de l'assurance. Parce que si, par exemple, je suis assuré contre les inondations, c'est parce que dans la population, vous avez éventuellement 2 ou 3 personnes 2 ou 3% de la population qui va être exposée à ce risque-là, et donc l'assurance va pouvoir compenser ces personnes. Par contre, si tout le monde est concerné par une catastrophe, et donc une crise économique, ça veut dire que toutes les entreprises elles vont avoir des difficultés. Donc on ne peut pas assurer quelques entreprises seulement, parce que s'il y a effectivement crise, personne ne peut compenser personne. Voilà.
Alors maintenant, le coût des fonds publics, ça aussi, ça va être assez clair à travers un exercice qu'on va faire en cours. Mais ce que je souhaite que vous notez particulièrement, c'est ceci. Et donc, lorsque l'État dépense de l'argent, l'État va chercher cet argent en imposant des taxes dans l'économie. Et donc, les taxes, ce n'est pas une bonne chose, c'est que ça ne stimule pas la vie économique. Et on dit que l'État va causer des dégâts à l'économie pour se financer. Et c'est pour ça que lorsque l'État, par exemple, dépense 10 milliards, on ne va pas dire que, donc dans l'analyse de projet, on va dire que l'État a dépensé 12 milliards par exemple, parce qu'on va prendre les 10 milliards, mais on va évaluer éventuellement les impacts de ces dépenses-là à 2 milliards supplémentaires pour prendre en compte la valeur de ces dégâts causés à l'économie. Bon, en France, par exemple, c'est un petit peu comme j'ai dit, c'est des valeurs qui tournent, la valeur de ce lambda, elle tourne entre 1 et 1,5. Et c'est une valeur autour de 1,2. Donc si l'État français dépense 10 milliards ou 100 milliards, on va comptabiliser ceci comme étant 12 milliards ou 120 milliards plutôt, pour tenir compte de ces effets-là. Voilà. Maintenant, les indicateurs de rentabilité. Donc l'indicateur le plus largement utilisé, donc un projet, on va pratiquement énumérer tous les bénéfices d'un projet, on va évaluer tous les coûts de ce projet-là, et ensuite on va les comparer pour dire si le projet est rentable ou pas, ou encore comparer des projets entre eux pour voir quel est le meilleur projet. Mais c'est bien de résumer tous ces bénéfices et tous ces coûts dans un seul agrégat, et l'agrégat le plus utilisé dans ce sens-là, c'est la VAN, c'est la valeur actualisée nette, qui consiste à faire la somme de tous les bénéfices moins les coûts actualisés et de trouver une agrégation. Donc c'est la VAN, c'est tout simplement la somme de tous les bénéfices moins tous les coûts, le tout, et ça c'est le facteur d'actualisation qu'on va voir. Okay, plus la VAN est élevée, donc une VAN positive, ça veut dire que le projet est rentable. Et si j'ai plusieurs projets, le projet avec la VAN la plus élevée, c'est le projet le plus rentable. Okay, il y a un autre indicateur de rentabilité qui est utilisé, critiqué aussi, c'est le taux de rentabilité interne, et le TRI, c'est le taux d'actualisation qui annule la VAN, c'est-à-dire je cherche, donc j'ai tous les bénéfices et tous les coûts, je ne calcule pas ça, mais je cherche la valeur de lambda qui fait que ceci soit égal à 0. Et dans ce cas-là, plus la valeur du TRI est élevée, plus le projet est quelque part intéressant. Okay, bon, ces éléments, dans la pratique, on les mène plutôt sur un tableau comme ça. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc c'est simplement, vous avez la période, vous avez les coûts pour chaque année, donc ici ça peut être les années, les bénéfices pour chaque année. On calcule le bénéfice net, donc c'est bénéfices moins coûts pour chaque année. Ensuite le bénéfice net actualisé de la sorte. Okay, et quand j'ai fini de calculer toutes les valeurs sur cette colonne, je fais la somme pour trouver la valeur de la VAN. Alors avant juste de passer à un exemple concret, je vais finir par donner quelques valeurs qui nous permettent de monétariser certaines grandeurs. Alors la première valeur, c'est la valeur statistique de la vie humaine. Donc finalement, si vous avez un projet qui épargne des vies humaines, comment mesurer la valeur en termes d'euros de ceci? Bon, le terme valeur de la vie humaine, une valeur monétaire pour la vie humaine n'est pas très moral, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme valeur statistique de la vie humaine. Bon, en Europe, vous avez des valeurs assez... donc il y a une fenêtre de valeur assez large, mais disons que la valeur de référence est autour de 3 millions de dollars. Voilà. Donc par exemple un projet qui permet de mettre en place un passage à niveau, donc remplacer un passage à niveau par un pont, et on sait que ce passage à niveau cause en moyenne 10 décès par 5 ans. Ça veut dire que par 5 ans, on va gagner 20-30 millions d'euros qu'on va comparer au coût de la mise en place du pont pour voir si ça vaut la peine ou pas. Voilà, comme j'ai dit, il y a toujours un problème éthique lorsqu'on fait ce genre de calcul, mais dans tous les cas, les assurances et dans pas mal de contextes, ce genre de démarche est bien adopté. Alors, maintenant, la valeur du temps.
Comme on a discuté ça à la fin du chapitre 2, on a dit valeur du temps, c'est le coût généralisé, c'est la partie monétaire moins la partie non monétaire, et la partie non monétaire, ça contient le temps de trajet, mais ça contient aussi la valeur du temps, et la valeur du temps, c'est quelque chose qui est estimé statistiquement. Donc ici, vous avez un exemple de valeur correspondant à la France. Ici, je vais vous donner une note de lecture, c'est que comment peut-on lire ces 10 euros? Alors là, c'est des déplacements domicile-travail. Donc ça, c'est professionnel, c'est-à-dire c'est des déplacements effectués c'est-à-dire au sein du travail. Alors, comment je peux mettre 10 euros dans une phrase ou voilà une des autres valeurs? C'est que la phrase, et vous pouvez la noter peut-être, c'est que en moyenne, en France, une personne est disposée à payer jusque 10 euros afin de réduire ses temps de trajet de 1 heure. Donc pour gagner 1 heure de temps de trajet domicile-travail, je suis prêt à payer en moyenne 10 euros. Voilà. Et même chose ici, par contre pour l'Île-de-France, la région parisienne, vous remarquez que les valeurs sont naturellement plus élevées étant donné que déjà les salaires sont plus élevés, donc la valeur du temps est relativement élevée dans les grandes métropoles. Voilà. Maintenant, bien sûr, ensuite là, ça ne distingue pas entre les catégories socio-professionnelles. Là, on peut ensuite faire éclater, donc le tableau, on peut vraiment le développer par rapport aux catégories socio-professionnelles, d'autres motifs de déplacement, etc., etc. Alors, deuxième tableau, c'est comment on évalue le coût, le temps d'attente. En fait, c'est toujours un désagrément d'attendre un bus, c'est toujours un désagrément, bon, pour certains, c'est plus s'ils aiment bien marcher, mais pour d'autres, c'est un désagrément de marcher si la station n'est pas juste à côté de là où on habite. Ou encore faire des correspondances, descendre des escaliers, remonter, trouver le quai correspondant et tout. C'est un ensemble de désagréments. Et là, vous avez une note de lecture qui vous explique la signification de ce qu'on utilise. Alors, il faut remarquer qu'il y a très peu de travaux là-dessus, jusque-là. On utilise actuellement des coefficients comme ça afin juste d'avoir des ordres de grandeur par rapport à ces variables-là. Donc ici, on voit qu'une minute de temps d'attente est ressentie en temps équivalent comme étant 1,5 minutes de temps de transport. C'est-à-dire, si je passe 5 minutes à attendre le bus, pour moi, ceci, c'est autant de désagréments que si j'étais 15 minutes, pardon. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? 5 minutes plutôt, donc c'est 7,5. Donc si je passe 5 minutes à attendre un bus, pour moi, c'est un désagrément qui est équivalent à un trajet de 7,5 minutes dans le bus. Donc, et comme ça, on peut, c'est-à-dire si vous me donnez maintenant un trajet avec le temps d'attente moyen, avec le temps de trajet en bus, avec le temps pour marcher de chez moi jusqu'à la station, je peux vous dire quel est le coût du temps correspondant à ce projet-là. Donc, j'utilise ces coefficients pour avoir déjà un temps de trajet qui soit ajusté, et ensuite j'applique la valeur du temps afin de trouver la valeur correspondante. Voilà, ça termine cette partie-là. Et avant de vous dire au revoir, je vais plutôt on va essayer de faire un petit exemple ensemble. Donc là, je vais prendre l'exemple du cours, là, comment on fait le calcul attendez, est-ce que c'est là? Donc je vais prendre le TD numéro 1. Et voilà, on a un exercice ici. Donc dans le premier TD, avec ses valeurs 55, 18 et tout, on va faire le calcul pour ce projet. Vous avez un taux d'actualisation de 3% et un taux d'actualisation de 8%. Donc là, je vais faire le tableau. Donc je vais saisir donc là, je vais mettre année. Là, je vais mettre les coûts. Bon, avec un accent. Et là, les bénéfices. Donc, je vais saisir ces valeurs-là. Donc, 55, 18, 11, 5. Je vous conseille de faire ça aussi. Hein. Donc, 3, 2,2. 2,2, combien de fois? Donc, 2,3. 2,3.
2 fois, ensuite 2,4 3 fois. 2,4 et 2,4. Maintenant les bénéfices, première année c'est 0, deuxième année c'est 2, ensuite j'ai 13, 14, 14 et demi, ensuite 14,6, 14,8, 15, 15,2, 16 et demi, 17,3. Là, je vais calculer le bénéfice net. Bénéfice net. Et là, je vais mettre le taux d'actualisation. Taux d'actualisation. Alors, bénéfice net et ici, bénéfice net actualisé. Voilà, je vais agrandir les... Donc, allez, on va faire un peu d'esthétique. Donc, on va centrer tout ça. Je vais agrandir les fenêtres. Hop. Alors, taux d'actualisation, c'est pas bien de trop l'éloigner. Encore, je vais le mettre ici. Hop. Voilà, taux d'actualisation, on va commencer avec un taux de 3%. Bon, là, c'est 1. On va rendre cette cellule. Alors, les couleurs, elles sont où? Je crois que c'est ça. Voilà. Bénéfice net actualisé. Alors, donc, le bénéfice net, c'est tout simplement le bénéfice moins le coût. Par contre, pour ceci, je vais centrer pour qu'on regarde tout. Donc là, on a dit c'est comme ça et on va hop. On n'a pas besoin de trop agrandir ceci. Allez, on a une vue sur tout. Et là, j'ai la formule, donc je fais le calcul pour toutes les valeurs. Voilà. Donc c'est normal. Dans des projets normaux, on a toujours des dépenses au début et ensuite on a des bénéfices à la fin. Alors le bénéfice net actualisé maintenant, alors c'est égal à quoi? Donc j'utilise la formule mathématique que j'ai donnée dans les diapos. Donc c'est cette valeur-là qui est divisée par, alors 1 plus cette valeur-ci à la puissance qui est donnée là. Bon. Pour la première année, effectivement, puisque c'est une puissance 0, ça ne change rien. Alors, la seule chose, c'est que je vais fixer le 4 ici, parce que ensuite, quand je fais dérouler la formule, ça ne change pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne change pas? Donc ici, moins 55, moins 16. Non, ça, il y a un problème quelque part. Donc, divisé par A4. Et pourquoi c'est toujours A4? Ah non, non, j'ai fixé, pardon, j'ai fixé la mauvaise variable. Il faut fixer C17 plutôt. Ça, c'est C17, c'est pas A4. Voilà. Hop. Donc, ça me fait ça. Et voilà. Donc, alors, juste avant de faire le calcul de la vanne, remarquez la différence entre le bénéfice net et le bénéfice net actualisé. Ça, cette année, ce que je gagne cette année, je n'ai pas besoin de l'actualiser, donc ça reste le même. L'année prochaine, je dépense 16, c'est comme si je dépense cette année-là 15,53. Maintenant, à la 7e année, je gagne 12,70, c'est comme si je gagne cette année-là, je gagne 10,33. Ensuite, si je mets par exemple 8% ici, vous allez voir que les différences, si j'augmente le taux d'actualisation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'avoir ici, par exemple pour la 7e année, j'ai 12,70, mais par contre, ce n'est plus 10, c'est plutôt 7,41. C'est-à-dire que pour moi, gagner 12,70 dans 7 ans, c'est équivalent à gagner aujourd'hui 7,41. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si quelqu'un vient aujourd'hui et me dit « je vous donne 7,5 unités ici », et vous me cédez vos gains dans 7 ans, je lui dis OK, parce que pour moi, ça ne vaut que 7,41. Alors qu'avec un taux d'actualisation de 3%, en fait, les 12,7, ils valent quand même
10, 33. Donc si quelqu'un me propose 7,5, je lui dis non, je ne cède pas parce que pour moi, les 12,7, je suis assez patient, je vais attendre 7 ans pour avoir ceci. Et par contre, s'il me propose 11, je vais lui dire oui, ça, là je peux vous céder mes parts dans 7 ans. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ce calcul, on va calculer la vanne qui est tout simplement la somme de ces valeurs-là. Donc là, c'est la vanne. Voilà, donc c'est 13,29, c'est la valeur de la vanne. Ici, je peux noter que comme elle est strictement supérieure à 0, le projet, donc projet rentable. Voilà, et ça, je ne vais pas centrer, je vais faire ça. Donc ce projet est bien rentable. Ce projet est rentable pour un taux d'actualisation de 3%. Si le taux d'actualisation est de 7%, je crois que 7% qui est posé, alors vous pouvez faire 7, 8, le projet n'est plus rentable ici. Donc là, dans ce cas-là, je dis inférieur à 0, donc le projet n'est pas rentable. Bon, on peut faire une petite fonction ici pour dire si, sinon, donc si, cette valeur, etc. Écrire ça, sinon. Voilà, l'idée c'est que, ici on va donner le titre, donc c'est la vanne. On va... Donc vous voyez que, bon, je fais ça juste pour voir que ces calculs, on peut faire un petit tableur pour automatiser le calcul de la vanne. Alors maintenant, comment je peux calculer le TRI? Donc on a dit le TRI, je reviens, le TRI c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. C'est-à-dire je cherche la valeur de lambda de sorte que la vanne soit égale à 0. Donc ça, il n'y a pas une formule mathématique pour le calculer directement, mais par contre ce que je peux faire c'est la chose suivante, c'est que je peux faire un calcul numérique, donc un tâtonnement, juste en remarquant qu'avec 3% j'ai une valeur positive, avec 7% j'ai une valeur négative. Et donc je peux tenter des valeurs. Maintenant je peux tenter par exemple 5 plutôt. Je trouve que c'est une valeur positive, donc je peux augmenter 5,5. Alors 5,9. Je ne suis pas loin maintenant, 5,86 par exemple. Non, 5,89. On y est presque, donc là c'est bon, c'est même pas la peine. 5,9, je crois que c'est. Non, donc 5,85. Pourquoi est-ce que ça me... Ah, c'est 5,95 plutôt. Voilà. Donc ça, je peux conclure que, donc, TRI égale 5, je vais écrire la valeur exacte 5. Alors, qu'est-ce que ça a été cette valeur exactement? 5, 8, 9, 5. Donc TRI 5, 8. Donc 5, 8, 9, 5. Donc TRI égale 5,895%. Voilà. Donc c'est un petit peu usuel. Alors quand on fait l'analyse de projet, ça c'est un cas vraiment juste un exercice à faire donc pour comprendre un peu le mécanisme et analyser les coûts et les bénéfices d'un projet. Dans la réalité, c'est des rapports de centaines de pages. Donc les calculs sont plus complexes et tout, mais la méthode elle est exactement la même. On doit finir avec une colonne coût, une colonne bénéfice. Et ensuite, on peut, sur cette base-là, calculer la vanne. Donc, méthodologiquement, la procédure, c'est comme ça. Ce qu'on a de plus dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de détails qu'on va prendre en compte, l'évolution même de l'inflation et ainsi de suite, parce que les prix, on ne peut pas les mettre comme ça juste. On doit les ajuster par rapport à des taux d'inflation, etc., etc. Mais, point de vue méthodologique, c'est exactement ça. Bon, allez, merci. Et donc, ça termine cette partie-là. On verra si on va faire une partie sur la modélisation ou pas. Mais c'est déjà bien. Je pense que si on arrive à bien comprendre tous ces éléments, c'est très bien déjà. Allez, merci et au revoir.